On va tenir le timing. On est très fiers de nous, 15h55 pile. Si nos honorables golfeurs sont présents, ça y est, je crois qu'on peut vraiment lancer. On voit qu'il pleut. Hein. S'il n'est pas au golf, c'est qu'il pleut. Ça balance. Les amis, comment financer son projet de création reprise innovante? Alors voilà un vaste sujet, la recherche de financement est évidemment un véritable parcours du combattant, surtout lorsque l'on ne sait pas par où commencer et quelle stratégie adopter. Alors cette conférence va aborder les outils de financement incontournables, les prêts d'honneur, l'aide dédiée à l'innovation, les prêts garantis, etc., etc. Les bons réflexes pour optimiser vos chances de réussite, on va identifier ça, et les erreurs courantes surtout à éviter. Avant de faire des choses bien, il faut déjà éviter de faire des bêtises. Nous avons ici aujourd'hui, alors pour le coup, c'est pas de la flagornerie, parce que là pour le coup, on a vraiment un beau panel des acteurs clés qui peuvent vous accompagner pas à pas dans cette aventure entrepreneuriale. Et cette table ronde va être animée par monsieur Pierre-Henri Truand, responsable création d'entrepreneuriat chez BPI France. Vous voulez Pierre-Henri aujourd'hui? Vous t'appelez comment? Pierre-Alain, Pierre-Henri. C'est écrit de toute façon. Pierre-Henri de Ballon, nous prénom PFCO. Ça va. Oui. Merci. Merci beaucoup à toi. Je compte sur toi sur le timing. Voilà, qu'on déborde pas. Tu fais des grands signes. Voilà, n'hésite pas. On va transformer l'eau en vin. C'est cool, non? On en discutait juste avant, là, avec Bénédicte et Francis. Ils vont se présenter. Voilà, donc Bénédicte était plutôt sur un grand échezeau, toi sur un Richebourg. Hein, chacun ses petites envies. Et pourquoi on va transformer l'eau en vin? Parce qu'on va parler de projets innovants. Voilà. Transformer l'eau en vin, ça a été fait une fois, et depuis, jamais. Donc, ça doit être cool quand même à faire. Ça doit être assez innovant comme truc. On va parler d'innovation. Bénédicte, tu es directrice de l'incubateur régional de Bourgogne-Franche-Comté, DK-BFC, pour son petit nom. Francis Breuillet, tu es, toi, directeur de réseau Initiative Côte d'Or, Initiative Côte d'Or. Et tous les deux, vous voyez passer des dossiers plus ou moins innovants, plus ou moins ancrés dans la recherche, plus ou moins start-up. Voilà. Que vous avez des start-up et puis des start-up. Hein, voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà. Il y a aussi des start-down. Bon, celle-là, ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de problème. Première question, déjà pour vous deux. C'est quoi votre définition de l'innovation? Parce qu'on va quand même commencer par là. Moi j'en ai une, personnellement, je pourrais la donner après, mais j'ai bien envie d'avoir la vôtre. Alors, bonjour Pierre-Alain. Mais bonjour Bénédicte. Ou Pierre-Henri. Bah, ça dépend des jours. C'est l'innovation aussi. Donc Bénédicte Mageran, directrice de l'incubateur effectivement de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est quoi l'innovation pour Bénédicte? Oui. L'innovation, c'est tout d'abord un produit ou un process qui intègre un défi technologique. Mais ce produit ou process qui intègre un défi technologique doit obligatoirement avoir un marché et avoir une valeur qui est différente de tous les autres produits ou process de la même catégorie. Voilà. Et toi, Francis, c'est quoi? Pas mieux. Ah, pas mieux. Si, je suis sûr que tu as une définition différente, Francis. Parce que vous ne voyez pas exactement les mêmes typologies d'entreprises. C'est vrai. Nous, on voit des créateurs qui ne sont pas forcément innovants au sens technologique du terme, ni même au sens du marché, mais qui sont des créateurs, donc par définition créatifs, et donc qui innovent au quotidien dans leur façon de faire, dans leur façon d'aborder leur marché, de faire leur métier, etc. Néanmoins, ici, on est sur l'innovation au sens strict du terme, et plus précisément sur la start-up innovante. Et c'est effectivement un projet qui va apporter une rupture, soit technologique, soit, j'élargirai un petit peu, qui peut être aussi par rapport à sa façon de commercialiser. Voilà. Je rajouterais, parce que je vous ai promis de donner ma définition, peut-être que la définition d'une entreprise innovante pour BPI France, c'est une entreprise qu'on finance. Voilà, je me mouille pas trop.
C'est facile, bah oui, mais c'est comme ça. Hein, c'est facile quand on a l'argent. Hein. Ouais. Mais vous avez aussi un petit peu d'argent. Parlons d'argent, parce que c'est quand même ça le but de cette table ronde. C'est de savoir comment financer mon projet de création ou reprise innovante. Voilà. Ça a été dit tout à l'heure, c'est avoir les bonnes pratiques, éviter les erreurs dans la création d'une entreprise innovante. On commence par quoi? Éviter les erreurs ou les bonnes pratiques? Francis? Allez, vas-y. Éviter les erreurs. Donc. Éviter les erreurs. Très bien. Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur l'innovation, c'est de rester sur l'idée innovante, parce que personne l'a eu, enfin en tout cas on pense que personne l'a eu avant, et oublier ce que disait Bénédicte juste avant, oublier qu'une idée, elle est réellement innovante, elle donnera vraiment lieu à de la valeur ajoutée, elle sera vraiment monétisable que si elle rencontre un marché. C'est-à-dire que dès qu'on a l'idée, il faut tout de suite se poser la question de savoir qui ça intéresse et qui sera prêt à nous l'acheter. Alors, les erreurs à éviter. Ne pas croire qu'on a une idée révolutionnaire et surtout prendre son temps. Ne pas créer de façon rapide et surtout non préparée. Parce qu'on a beaucoup finalement de porteurs de projets qui arrivent, qui nous disent « Ah ça y est, j'ai créé ma boîte, c'est formidable ». Créer sa boîte, c'est comme passer le bac, donc ça donne absolument rien. Donc il faut plutôt en amont anticiper cette création, penser effectivement aux différentes étapes que l'on a pour amener son produit ou son process innovant au marché, combien de temps, l'équipe que je dois avoir pour finalement ce produit ou ce process innovant. S'il y a un petit peu de pays, de propriété intellectuelle, de brevets, etc., pareil, bien prendre son temps pour voir les différentes étapes. Et surtout, prendre son temps parce que vous allez devenir des chefs d'entreprise. Parce que vous avez un merveilleux projet, mais il faut surtout avoir un très bon chef d'entreprise. Donc les erreurs à éviter aussi, c'est de ne pas être borné et d'accepter de tout apprendre dans l'entrepreneuriat. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie-là? Vas-y. Non, je voulais rajouter qu'une création innovante par rapport à une création traditionnelle, il y a une notion de temporalité qui est importante. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long de créer une entreprise innovante. Le process avant d'arriver au marché, avant à vendre quelque chose, se compte souvent en années. Et il ne faut pas calculer en termes de semaines ou de mois comme on le ferait avec une création classique. Et donc il faut finalement avoir un rétro-planning qui part de très très loin pour pouvoir bien envisager l'ensemble des étapes. Et après on va pouvoir rentrer dans l'accompagnement au financement parce que tous les financeurs n'accompagnent pas aux mêmes étapes. Voilà. Alors justement, Francis, garde le micro. L'accompagnement, le financement avec Réseau Initiative. Comment ça se passe? Quand est-ce qu'on vient te voir? Comment? Avec quoi? Avec quelle idée? Mais raconte-nous tout. Alors nous, on vient nous voir lorsqu'on a un business plan qui est complet et donc qu'on a déjà un contact avec le marché. Donc à la toute fin du long processus dont je viens de parler. C'est ça. Donc bien après l'incubation et au moment où on va s'adresser au marché. Et c'est là où on est, nous en tout cas, le plus adapté, puisque l'ensemble des 400 projets qu'on voit à peu près par an en Côte d'Or sont à ce stade-là. Voilà. Et nous, on évalue sur, certes, l'adéquation de projet, l'adéquation produit-marché, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, l'aspect prévisionnel, évidemment, celui auquel on pense souvent trop tôt, et tous ces aspects-là. Nous, on n'est pas des spécialistes de la faisabilité technologique. D'autres sont plus performants que nous là-dessus, donc on arrive après. Voilà. Alors, la spécialiste de la faisabilité technologique. Alors, il y avait une question tout à l'heure qui était la bonne
les bonnes pratiques. Eh oui. Et il y a une bonne pratique, c'est surtout de se faire accompagner et de profiter de tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation qui sont à votre disposition en région, au niveau national, puisqu'on a aussi des relais au niveau national. Donc je pense qu'en pratique, la bonne pratique, c'est vraiment de se faire accompagner. Ensuite, parmi ces acteurs de l'écosystème régional, vous avez finalement tout un panel d'acteurs et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu illisible. Voilà, je vois quelques-uns de mes incubés qui, quand ils sont arrivés à DKBFC, finalement, c'est un peu l'inconnu. On ne comprend pas toujours ce que font les uns par rapport aux autres. J'ai envie de dire, DKBFC est finalement la porte d'entrée pour les projets innovants, pour l'incubation de projets innovants. C'est le premier acteur que vous allez rencontrer finalement sur votre route, sur votre longue route de l'entrepreneuriat, parce qu'il y aura des obstacles. Là aussi, il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. Vous êtes là pour avoir, pour vivre des belles choses, mais aussi pour avoir des obstacles, parce que c'est là-dessus que vous allez vous différencier. Et du coup, quand vous allez rentrer en incubation, vous allez être accompagné par un chargé d'affaires qui va être votre référent. Mais aussi, vous allez bénéficier d'incubation, de ce qu'on appelle un parcours d'accompagnement collectif pour être avec vos autres collègues, vos pairs, les autres incubés. Et vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle des livrables, en fait, du financement de la part de DKBFC à hauteur de 20 000 € pour commencer à vous financer études de marché. Parce que bien souvent, vous avez l'idée du siècle, mais il nous faut un marché en face. Et puis, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la roadmap technologique, la roadmap propriété intellectuelle, etc., on va expertiser ça avec vous. Mais surtout, on va vous mettre en relation avec les différents acteurs qui vont financer votre projet. Et en gros, quand vous rentrez à DKBFC, vous rentrez pour 2 ans, et en gros, vous avez une enveloppe de 20 000 avec nous, mais on arrive à optimiser ces financements et à faire du 250 000 à votre profit, avec bien évidemment la BPI qu'il faut bien évidemment adorer, n'est-ce pas? Adorer la BPI. Oui, s'il vous plaît, adorez-moi. Voilà. Merci Bénédicte. Avec je vais avoir des problèmes. Oui, non, mais il faut tout de même le dire, vous avez de l'argent. Pas que. Bon, pas que. Et pour les projets innovants, la BPI, on est dans une dynamique, vous le savez, de start-up, de la deep tech, de la rupture technologique, etc. Et donc la BPI a tout un panel finalement de financement qui est mis à disposition. Vous avez aussi la région Bourgogne-Franche-Comté qui finance, qui a tout un panel, etc. Mais vous avez aussi finalement des acteurs comme Initiative 21 qui viennent là au bon moment. Et c'est vrai que quand on sort de l'incubation, eh bien, nous, on travaille beaucoup avec Initiative 21. Je regardais un petit peu par rapport à nos chiffres communs, à tous les deux. En fait, on a 15 à 20 personnes qui ont été accompagnées par Initiative 21. Ils arrivent chez Initiative avec un business plan, etc. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se faire aider. Il y a beaucoup de financement. Mais pendant l'incubation, il y a beaucoup de financement. Après, il va vraiment falloir continuer à se faire aider avec ce qu'on appelle des accélérateurs pour qu'ils continuent à vous mettre en réseau, etc. En fait, c'est un petit monde. Quand on a compris comment ça fonctionnait, c'est très facile, mais compliqué parfois. Donc on est rentré dans l'aspect financement. Vous allez faire certainement plusieurs tours de table pour faire avancer votre projet. Et quand effectivement vous allez arriver sur le marché, vous allez aussi solliciter donc BPI et conseil régional. Et pour vous situer Initiative dans ce contexte, dans ce paysage-là, imaginez que BPI et conseil régional vont vous prêter en fonction de ce que va vous prêter les financeurs traditionnels et en fonction de l'apport en fonds propres que vous allez pouvoir réaliser. Et nous, techniquement, on va venir intervenir à ce niveau-là.
C'est-à-dire qu'on va venir vous prêter de l'argent à vous en tant que créateur, qui allez le mettre en compte courant d'associé dans votre société et qui allait augmenter vos fonds propres, qui sont considérés comme tels par les gros acteurs que j'ai cités, BPI et Conseil régional. Et donc, ça va faire un double effet de levier par rapport aux sommes que vous allez pouvoir lever. En plus, c'est des fonds propres non dilutifs, c'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre des parts dans votre capital. On vient en fonds propres non dilutifs, donc en compte courant d'associé. C'est des prêts à taux zéro, c'est des prêts d'honneur, ça monte sur des montants qui sont de l'ordre de... alors en fonction de soit création, reprise, je ne rentre pas dans les détails, mais entre 60 et 80 000 euros et maximum. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à cela, on peut rajouter aussi, on peut monter des dossiers auprès de la région sous forme d'avance remboursable, si toutefois vous ne rentrez pas dans le champ des aides plus importantes. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Vous venez chez nous, vous avez un business plan complet, on travaille ensemble, vous avez un chargé de mission qui vous est affecté, on a des outils de travail à distance aussi, bien sûr, et vous passez devant un comité devant lequel vous allez pitcher. Alors pour ceux qui font de l'innovation, le pitch, ça vous parle. Pour nos créateurs traditionnels, c'est plus compliqué, mais on les aide. Et ce comité va essayer de déterminer la viabilité économique du projet. C'est tout ce qui l'intéresse. Les garanties, tout ça, c'est pas son sujet, c'est le sujet des banques. Nous, notre sujet, c'est ça, c'est est-ce que le projet est viable. D'où cette notion de est-ce que vous avez un marché, est-ce que votre produit plaît, comment vous pouvez nous le démontrer, etc. Est-ce que on a possibilité de donner un exemple, sans forcément dévoiler le nom de l'entreprise, etc., mais peut-être donner un exemple, effectivement, d'une entreprise que vous avez suivi l'un et l'autre, qui est venu vous voir, qui a eu un parcours d'incubation, qui est venu te voir aussi, Francis. Savoir à peu près quelle était l'envergure de son projet, les montants peut-être, les montants que cette entreprise est venue chercher chez les uns, chez les autres, dans les grandes masses. Ouais, je sais que c'est une question piège, je ne les avais pas prévenus. Parce qu'on pourrait penser effectivement à... On va l'appeler Monsieur X, de son prénom, qui a développé une start-up plutôt technologique, voilà, avec un chercheur universitaire, qu'on a tous connu, voilà, et qu'on connaît encore. Mais non, il est toujours là, il n'est pas mort. Donc j'imagine qu'il a eu cette bourse de la part d'ECA de 20 000 euros qui lui a permis de démarrer son programme. Je sais que nous, côté BPI France, on l'a accompagné aussi avec ce qu'on appelle des bourses French Tech. Émergence à hauteur... À l'époque, il y avait une personne morale. Ouais. Voilà, donc ça, c'était avant. En grosso modo, on est autour des 90 000 euros de notre côté, 20 000 euros chez toi. Mais il y a eu beaucoup de choses. Hein, il y a eu beaucoup de choses derrière. Alors, il y a eu déjà un chercheur qui, à l'origine, s'est dit qu'il ne voulait pas devenir CEO de la boîte, hein, et qu'il devait finalement trouver son binôme en tant que CEO. Lui, le chercheur s'occupait de la partie scientifique et il a décidé de trouver un CEO. Un CEO qui est arrivé d'un grand groupe. Donc, je tiens à dire aussi que toutes les personnes qui sont dans les grands groupes, etc., ce n'est pas du tout la même approche dans le monde des startups. Et donc, il est rentré en incubation chez DKBFC et il a bénéficié, on va dire, de tout le panel, finalement, aussi bien de la part de BPI, au départ, hein, que de la part de l'incubateur et tout. Mais vous avez une particularité pour les projets innovants de rupture technologique, c'est les concours d'innovation. Et les concours d'innovation, ils vous donnent la possibilité finalement de financer vos différents livrables technologiques grâce à une bourse qui s'appelle le concours iLab qui peut aller jusqu'à 600 000 euros. Et puis, comme on est dans la Startup Nation, en fait, vient s'ajouter à ça pour les startups très innovantes. Hein, là, on est dans le cadre d'une startup très innovante, deep tech, etc. Vient s'ajouter à cela un truc qui s'appelle France 2030. Et du coup, France 2030, vous avez deux types. Vous avez un France 2030 régionalisé et un France 2030 national. Je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, vous avez des trucs qui s'appellent les EIC. Voilà.
Je ne rentre pas non plus dans les détails. Enfin, en tout et pour tout, il est arrivé à 900 000. C'est ça. À 900 000 euros. Et Francis, Francis également a contribué. Et là où c'est important, mais je vais le laisser dire, c'est que lui, comme il vous l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport aux capitaux propres. Voilà. Donc ce chercheur qui était avec son associé ont dû lever des fonds. Pour ça, ils ont dû augmenter leurs capitaux propres, revaloriser sur la base de la valorisation de leur innovation, leur capital social. Et pour autant, pour ne pas se retrouver minoritaire dans l'entreprise, et tout en augmentant les fonds propres, ils ont dû faire intervenir des fonds donc non dilutifs, dont les 80 000 euros de prêt d'honneur. Ces 80 000 euros ont fait effet de levier sur BPI et Conseil régional pour autant, donc 80 000 euros de plus que ce qu'ils avaient déjà. Et donc on est déjà à 240 000 euros si je compte bien. Les banques traditionnelles peuvent aussi intervenir à ce niveau-là. Et évidemment, tous les fonds d'investissement de BPI ou d'ailleurs ont pu intervenir aussi pour à la fois renforcer les fonds propres et aussi renforcer le milieu de bilan. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport aux investisseurs privés, c'est qu'il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut préparer. Ils ont beau vous dire « Ah mais non, mais c'est pas grave, de toute façon... vous nous faites une première présentation, puis après, vous reviendrez nous voir. » Oui, mais sauf que la première présentation, elle est très, très importante. Donc, bien souvent, le porteur de projet... De toute façon, vous vous précipitez pour tout, hein, pour la création d'entreprise, pour recruter, pour tout. Donc, il faut réfléchir et prendre son temps, quoi. Mais parfois, il faut aller vite. Il faut aller vite quand il y a une opportunité qui se profile et qui est là, y compris pour le recrutement. Parce que l'équipe est très importante. Et je peux le dire, Pierre-Alain ? La première fois que j'ai fait un comité de sélection avec Pierre-Alain, je peux le dire ça ? Ok. Donc, à DKBFC, vous rentrez comme à initiative avec un comité de sélection avec tous les acteurs de l'écosystème autour de la table, y compris des chefs d'entreprise. Et j'ai trouvé Pierre-Alain très, très dur par rapport à un porteur de projet qui notamment, je ne sais pas si tu te souviens, avait décidé de créer sa boîte avec son épouse. Tu te souviens de ça ? Et je l'ai trouvé très dur dans ses propos par rapport à ce couple. Moi, je me suis dit, mais bah oui, ok, ils sont en couple, mais enfin bon, je te trouve un petit peu dur par rapport à ce que tu dis, qu'il faut faire très attention au couple, etc. Bon. D'autant plus que je suis juriste, vous voyez. Et en fait, je me suis aperçue que Pierre-Alain, quand c'est dans des entreprises innovantes, de rupture technologique qui demandent un long trajet pour accéder au marché, un long trajet pour accéder aux process ou produits innovants, tout ça, c'est du temps, de l'énervement. Et en fait, le couple, il ne prend pas forcément le recul. Et le danger qu'il y a pour un couple, c'est de sombrer aussi lui. Et du coup, il faut bien s'astreindre quand on est en couple, finalement, à ce que les missions de chacun soient bien délimitées. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le porteur de projet, vous avez beau faire tout ce que... On a beau vous aider, etc., le porteur de projet, c'est vous. Le chef d'entreprise, c'est vous. La transformation que vous allez faire, vous, de votre projet en entreprise, c'est vous qui allez la faire. En fait, on va vous aider, on va vous accompagner, mais c'est à vous de prendre les décisions, les bonnes décisions. Il y en aura parfois des mauvaises, vous prendrez des murs. On le saura à l'avance, on vous aura dit attention, mais il faut que vous le preniez pour bien le sentir et pour bien comprendre. Donc voilà. Francis, oui. C'est juste pour illustrer et pour vous faire toucher du doigt à quel point c'est difficile le métier d'accompagnement en création d'entreprise. Je vois des accompagnateurs, voilà, faut sortir son mouchoir, parce que vous avez des porteurs de projets en face, vous allez leur expliquer ce que c'est qu'un pacte d'associés, un contrat de mariage, parce que c'est un peu de ça dont on vient de parler.
et vous allez leur dire, vous comprenez, vous allez mourir, vous allez vous disputer, vous allez divorcer, qu'est-ce qui se passe? Vous allez mourir, et puis, ou alors vous allez tomber malade de longue durée, qu'est-ce qui se passe? Ou vous avez pu avoir les mêmes projets. Il y en a un qui va vouloir faire fructifier l'entreprise, l'autre qui va juste vouloir prendre ses billes. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça, ça se prépare. Et ça se prépare quand on s'entend bien. Comme un contrat de mariage, il faut le faire quand on est amoureux, pas quand on se dispute, c'est fichu, c'est trop tard. Donc voilà ce que les accompagnateurs, avocats, experts comptables, membres de l'accompagnement, nous, on va passer notre temps à répéter, à sensibiliser auprès des porteurs de projets. Et ça, c'est qu'un petit aspect, parce que c'était un exemple finalement, de l'aspect juridique d'association entre les différents, et donc on est en retard. Voilà. Et juste pour conclure, donc prendre son temps, être accompagné, optimiser les différentes sources de financement, pour maximiser aussi les aides et autres financements qu'on pourrait obtenir. Pour moi, c'est très clair. Est-ce que pour vous, ça l'est aussi? Est-ce que vous avez des questions, une remarque? Profitez pour échanger. J'arrive. Alors déjà, merci beaucoup. Moi, j'avais une question. C'était sur le jugement de la fiabilité d'un projet. Donc, vous avez parlé, le client vient, vous montre quel marché, quelle envergure, quel montant. Mais est-ce que vous aurez un exemple d'un projet que vous auriez refusé et pour quelles raisons? Parce que ça m'intéresse. Je pense que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Oui, alors on a malheureusement plusieurs exemples. On avait un projet très très innovant, sans citer de nom. On avait un projet innovant avec un process innovant. Et donc, on a décidé tout de même le comité de sélection a décidé de le faire rentrer à DKBFC pour qu'il y ait une étude de marché, en fait, pour voir s'il y avait un marché ou pas. Son process innovant était à destination des grands groupes de l'automobile, etc. Et du coup, l'étude de marché a révélé que, nous, c'est ce qu'on pensait d'emblée, que finalement, les grands groupes automobiles et autres n'avaient trouvé son projet innovant, mais pour l'instant, n'étaient pas prêts à dépenser pour chaque process innovant 100 000 € pour optimiser de la logistique de transport. Voilà. Et donc, du coup, au bout de 6 mois, l'étude de marché était très claire. Le process était innovant, ok. Étude de marché claire. Donc, cette personne a arrêté et a bien évidemment rebondi ailleurs. Parce que tous les porteurs de projets que vous êtes, vous avez un dénominateur commun. C'est que comme vous avez pris le risque de créer une entreprise innovante ou de vous investir dans un projet innovant, en fait, vous savez rebondir et rebondir n'importe où. Et ça, c'est une force. Ne croyez pas que l'échec dans une boîte, ça sera la fin de tout parce que vous savez rebondir. Donc ça, c'est... Et vous êtes audacieux. Merci Bénédicte, merci Francis. On rend le micro, c'est l'heure, on nous a fait des grands signes. On est nickel là. Oh, incroyable. Merci beaucoup, ils sont pas loin, vous pouvez échanger avec eux. N'hésitez pas, ils sont très disponibles. Merci. Merci.